Salut tout le monde, Fred Savard avec vous pour ce 12e épisode de la balado de Fred Savard. 12e épisode et dernier épisode régulier de l'année 2020. La semaine dernière, je vous l'avais dit, nous étions supposés prendre une pause du temps des fêtes pendant un mois, de retour le 16 janvier. Mais finalement, on a changé un peu nos plans. On va vous offrir des épisodes hors série, si on peut dire, des épisodes du temps des fêtes qui vont commencer le 26 décembre avec Mathieu Bellil qui nous offre une extraordinaire réflexion sur la lumière. Écoutez ça, vous allez voir, c'est vraiment une riche et belle réflexion. Le 31 décembre, Hélène Faradji va nous offrir une revue de l'année mois par mois, lié à des films, attention, pas des films de cette année. Donc, c'est pas des suggestions des meilleurs films cette année, c'est des films des 30 dernières années, mais qui sont en lien avec l'actualité de l'année 2020. Belle initiative également. Et le 9 janvier, Simon Jaudoin va nous offrir une incursion à la seigneurie du Triton. Donc, on va voyager virtuellement à défaut de pouvoir voyager réellement. Et nous, on va revenir avec des épisodes réguliers le 16 janvier. Donc, on a changé d'idée. C'est la beauté de ce projet-là. On fait ce qu'on veut, quand on veut. Alors, et on change d'idée à la dernière minute. Sinon, ça va être un temps des fêtes particulier. On l'a vu, le gouvernement de François Legault a annoncé des nouvelles restrictions qui vont commencer le 25 décembre. Donc, on peut quand même finir nos emplettes. Ça nous rassure à savoir si la crise est grave ou non. On peut quand même finir nos emplettes pour nos cadeaux de Noël, bien qu'on ne pourra pas faire de party de Noël. Mais la consommation ne vit pas de pandémie, visiblement. Alors, évidemment, on ne va pas amoindrir la gravité de cette pandémie-là. On le sait. D'ailleurs, c'est ce que Godefroy va nous parler. Ses réflexions sur la COVID, entre autres, mais avec peut-être un truc qui est arrivé dans sa vie personnelle. En tout cas, vous verrez, mais c'est vraiment intéressant. Mais bon, tout ça pour dire que la pandémie n'est pas finie. Et François Legault, ça, c'est intéressant parce qu'il a dit s'être inspiré de l'Allemagne et de la politique d'Angela Merkel face à la COVID pour imposer de nouvelles restrictions. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant que le Québec s'inspire de l'Allemagne. Et d'ailleurs, j'imagine qu'il y a bien des gens qui aimeraient que le Québec s'inspire peut-être de l'Allemagne, qui a déjà eu un problème de racisme systémique. Et bon, je vais faire attention pour ne pas faire un point Godwin, mais ça m'a fait un petit peu rire, je dois l'avouer. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous avais parlé de notre ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbons, François Legault, qui disait qu'on était chanceux de compter sur lui et bien des pays voudraient l'avoir comme ministre de l'Économie. Je vous en avais nommé quelques-uns. Évidemment, c'était pas vérifié. Mais là, je pense que cette semaine, avec ce qu'on a su du Journal de Montréal, entre autres, une des entreprises où M. Fitzgibbons a des intérêts, la compagnie Immervision, on a appris qu'elle fournissait des caméras de surveillance à une autre entreprise chinoise, Hikvision, qui, elle, est associé à la répression de la minorité ouïghour en Chine, entre autres. Alors, là, on l'a trouvé, en fait. Quel est le pays qui serait heureux d'avoir M. Fitzgibbons comme ministre de l'Économie et de l'Innovation? C'est la Chine, visiblement, qui serait très heureux d'avoir... Bon, là, le cabinet du ministre a dit qu'ils n'étaient pas au courant là, que Immervision avait vendu de la technologie pour faire de la répression en Chine. Évidemment, ils ne sont jamais au courant de ça. Ils sont toujours au courant des bilans, en fait, des bilans financiers, des profits qu'ils ont réalisés ou des pertes, mais les activités réelles de ces entreprises-là ne sont jamais au courant. Ça me fait... bon, cela dit, on est chanceux. Il faut retenir ça. On est chanceux, comme j'imagine qu'on est chanceux également d'avoir eu un sous-ministre à l'Éducation comme Éric Blackburn, qui a été écarté de son poste en octobre et qui travaille maintenant pour l'Université Laval, mais qui continue de toucher son salaire de 200 000 $, qui est un salaire qui a été versé par le Conseil exécutif, donc le ministère de François Legault, le ministère du premier ministre. Et ce qu'on apprend, en fait, c'est que c'est à la demande de François Legault que M. Blackburn a pu conserver son traitement. Donc, il sera payé 200 000 $ par année en tant que sous-ministre, bien qu'il n'est plus sous-ministre, jusqu'en 2024. Alors, c'est une autre personne qui va passer un beau temps des fêtes. Alors, vous voyez que c'est pas si pire, la pandémie. Et je pourrais vous parler aussi de Stéphane Le Bouillonnec, l'ancien député et ex-président de la coalition Avenir Québec, qui va devenir, attention,
Le secrétaire général associé à l'Internet haute vitesse et aux projets spéciaux de connectivité. Vous savez que la CAQ avait promis, avec raison, d'accroître grandement l'accessibilité haute vitesse d'Internet en région, parce que c'est un problème dans plusieurs régions du Québec et c'est un frein au développement économique des entreprises, entre autres. Et là, il y a eu du cafouillage et là, François Legault a décidé de nommer Stéphane Le Bouillonnec. Stéphane Le Bouillonnec était, était sur le CA, en fait, il était président du CA d'une entreprise qui faisait du prêt usuraire en Ontario avec des taux d'intérêt de 90%, rien de moins. En fait, c'est du shylocking légal. Cela dit, c'était légal, mais c'était interdit au Québec. Et d'ailleurs, la CAQ, entre autres, l'Assemblée nationale, pas juste la CAQ, tous les partis ont voté récemment une modification à la loi sur la protection des consommateurs pour interdire l'imposition de frais par-dessus un taux d'intérêt maximal de 35% par année, mais en Ontario, visiblement, c'est encore légal. Et M. Le Bouillonnec a dû démissionner à l'époque, c'était en 2018, parce que ça ne fitait pas avec les valeurs de la CAQ. Je sais que M. Legault a parfois la fibre nationaliste et que fourrer les Ontariens avec du shylocking légal n'est pas nécessairement contre les intérêts du Québec, mais ça en dit quand même long sur le profil entrepreneurial d'un homme comme Stéphane Le Bouillonnec. Et là, il revient dans l'appareil gouvernemental pour régler le cas de cette promesse, en fait, de donner accès à l'Internet haute vitesse en région. Alors, comme on dit en politique, un chum, c'est un chum. On tombe pas en bas de notre chaise qu'un parti au pouvoir favorise les amis. C'est juste que la CAQ a beaucoup insisté là-dessus quand les libéraux étaient au pouvoir, qu'eux faisaient différent, puis qu'on allait avoir de la transparence. Et là, les médias, et surtout, on arrive aux vacances des fêtes, fait qu'on a l'impression que ça va tomber dans l'oubli de l'actualité. Mais heureusement, nous veillons au grain. Alors voilà, des gens qui passeront un beau temps des fêtes, on les félicite. Aujourd'hui, épisode... c'est drôle parce que c'était pas prévu comme ça, mais avec l'acquittement de Gilbert Rozon, ça va faire en sorte que l'épisode va être particulièrement d'actualité parce qu'on va parler, entre autres, d'un programme de sensibilisation des inconduites sexuelles qui a été mis sur pied par l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. Un programme que je trouve, mon Dieu, j'ai fait un lapsus, un progrès, oui, ça serait un progrès si ce programme atteignait ses cibles. Vous allez voir, c'est intéressant parce qu'on vise vraiment les ordres professionnels, donc le milieu du travail en général, et non pas juste la culture ou le milieu universitaire, mais on va en parler, entre autres, du milieu universitaire. On va parler aussi de la gradation des inconduites sexuelles, des recours aussi que les gens peuvent avoir. J'avoue que je ne fais pas ça souvent, des segments comme ça, mais là, je trouvais que c'était intéressant qu'on puisse donner un peu de publicité à un projet comme ça. Puis c'est la première fois que l'Ordre des sexologues aussi met sur pied un projet comme ça. On va mettre aussi les liens sur Facebook. Vous pourrez aller voir, il y a des capsules, il y a vraiment du contenu informatif. On va parler également à Valérie Lapointe, que vous ne connaissez pas, mais qui est la personne à l'origine de la création du groupe d'experts transpartisans qui a cette semaine déposé 190 recommandations pour mieux accompagner les victimes d'agressions sexuelles et les victimes de violences conjugales. Et j'avais envie de parler à cette personne-là. On a des amis communs. Je ne la connaissais pas moi non plus, mais j'avais envie qu'on parle du processus. Qu'est-ce qui arrive quand... En fait, pas qu'est-ce qui arrive, mais comment une personne dans l'appareil gouvernemental, aujourd'hui elle n'est plus au gouvernement, mais elle a travaillé, entre autres, au cabinet de Sonia Lebel, comment une initiative comme ça, comment on réussit à la mettre sur pied pour arriver à ce qu'un rapport soit réalisé avec des gens de tous les partis et que ce rapport-là va probablement inspirer le gouvernement pour apporter des modifications, entre autres à la façon dont on traite sur le plan judiciaire les plaintes pour agression sexuelle. Donc, c'est une intrusion, dans le fond, dans les officines gouvernementales. Alors, je trouvais ça intéressant. Et on va avoir Godefroy Lorando qui va nous offrir ses bons vœux des fêtes et une réflexion sur cette pandémie et comment on réagit et comment on décide d'accepter les contraintes ou non. Alors, voilà, c'est ce qu'on vous offre cette semaine pour cet épisode 12 de la balado de Fred Savard. Bon, alors, on va faire quelque chose qu'on ne fait pas souvent à la balado. On va aller à l'intérieur de la bête politique. Et on a, cette semaine, Valérie Lapointe. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais mettre ça en situation. On a des amis communs sur Facebook et vous avez été un peu félicités
pour le dépôt du rapport du comité d'experts qui a été déposé cette semaine avec les 190 recommandations pour mieux accompagner les victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales. Et vous êtes, il paraît en fait, c'est pour ça que je veux valider avec vous, vous êtes l'initiatrice de cette idée-là. Oui, oui, on peut dire ça. Là. En fait, on a brainstormé beaucoup quand je suis rentrée au cabinet. Là, il y avait la troisième vague à ce moment-là, MeToo, qui prenait de l'ampleur. Ouais. On était en plein cœur du débat entourant l'affaire Roson, là, à ses balbutiements. Oui. Et donc, on cherchait des façons de répondre politiquement je pense qu'on pourrait appeler ça une crise de confiance à l'égard du système de justice. Et donc, on voulait répondre à ça. Et puis, on brainstormait, là, Marc-André Ross et moi, qui était alors directeur de cabinet de Madame Lebel. Et puis, moi, je pensais que ça prenait une réponse qui était autant, je pourrais dire, matérielle dans ses implications, donc autant concrète que symbolique. Puis ça prenait un travail à ce moment-là, un travail transpartisan, je pense. Bon. Pour Là, on va vous situer parce que évidemment les gens ne vous connaissent pas. Vous travaillez dans l'ombre. Là, présentement, vous n'êtes plus en politique active. Vous êtes doctorante à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Exact. Peut-être nous dire sur quoi vous travaillez. Vous êtes spécialisé, en fait, en analyse des politiques canadiennes. Donc, oui, ma thèse de doctorat porte sur la relation qui existe entre le mouvement LGBTQ+, et les partis politiques au Canada. Donc, on sait depuis les années 60, tu sais, au début des années 60, il n'y avait pas de parti politique qui voulait, s'acoquiner avec le mouvement homophile. À l'époque, c'est comme ça qu'on l'appelait. Puis aujourd'hui, tous les partis politiques participent au Pride, aux fiertés, aux festivités entourant la fierté gay, même le Parti conservateur. Donc, moi, j'ai essayé ce que je fais dans ma thèse, c'est que je retrace l'histoire de cette relation-là, qui est nouvelle, puis qui parle beaucoup sur notre système politique canadien. Oui, c'est intéressant. Homophile, c'était le terme qu'on utilisait pour être comme des alliés, dans le fond, dans les années 60, c'était terme-là? C'était comme ça qu'on appelait le mouvement à l'époque. Okay. On n'avait pas encore vraiment reconnu donc le mouvement gay, lesbien. Donc, à l'époque, ça s'appelait le mouvement homophile. Eh bien, intéressant. Bon, donc avant, là, vous avez quitté la politique pour terminer, si on peut dire, votre doctorat, mais vous avez été impliqué dès 2000. En fait, vous avez été attaché politique du cabinet de la ministre de la Famille entre 2012 et 2014. Ça, c'était avec le gouvernement de Pauline Marois, c'est ça? Exact. Bon. Et là, vous devenez, en 2018, novembre 2018, conseillère politique pour la ministre Sonia Lebel. Et là, c'est là que vous brainstormez, vous décidez comment on peut faire pour faire avancer, dans le fond, cette cause-là. Je ne sais pas si le mot cause est le bon mot. Et là vient l'idée du comité transpartisan. Sauf que j'imagine, on le sait, est-ce que c'est difficile de faire ça ou on le sait pas, nous, dans le public, mais ce travail transpartisan qui va au-delà, dans le fond, des partis, se fait plus souvent qu'on pense au gouvernement? C'est une bonne question. Tu sais, je dirais que ça dépend beaucoup de la volonté des élus. Donc, il y a des élus qui se campent davantage dans leur position. La position soit d'être au gouvernement ou soit d'être dans les partis d'opposition. Il y a des élus que c'est plus leur façon de travailler, c'est-à-dire vraiment se camper dans leur rôle. Puis, il y a d'autres élus qui vont être plus portés à collaborer les unes avec les autres. Là, je vais l'utiliser au féminin puisque c'est de ça dont on parle en ce moment. Donc, ça dépend beaucoup je vous dirais, des élus puis de la personnalité de chacun et chacune. Exactement, leur façon de travailler. Bon, alors, à partir du moment où vous avez l'idée, comment on articule, comment on la concrétise, en fait, quand on est dans l'appareil gouvernemental? Ben, tu sais, dans le fond, lorsqu'on est arrivé, c'est sûr que les partis d'opposition, je pense notamment à Mme Yvon à ce moment-là, nous interpellaient beaucoup là à travers les réseaux sociaux, Twitter, entre autres choses. Et donc, ça s'est fait, je dirais, plutôt naturellement, en ce sens où, au lieu de répondre à travers Twitter et tout ça, on a pris le téléphone, en fait. La ministre a pris le téléphone, puis on les a invités à venir s'asseoir avec nous, puis à nous aider à trouver des solutions finalement, parce que tu sais, à ce moment-là, Mme Lebel avait pas la prétention de pouvoir s'arroger toutes les solutions à un problème qui est honnêtement éminemment complexe. Tout à fait. Et là, donc, vous faites appel vous demandez à tous les partis qui veut être autour de la table pour participer à ce brainstorm-là. Est-ce que ça fonctionne comme ça ou il y a des gens qui ont levé la main? En fait, on a parlé à tous nos homologues des oppositions, donc les 3 autres partis politiques, à leur porte-parole finalement, puisque tous les partis d'opposition avaient des porte-paroles, soit en matière de justice,
et ou en matière de conditions féminines. Oui. Certaines avaient les deux chapeaux. Donc, Oui. on les a invitées à venir nous rencontrer. Donc, il y avait Véronique Yvon, Parti québécois. Exact. Et sinon, les autres? Il y avait Hélène David pour le Parti libéral et Christine Labrie pour Québec solidaire. Oui, OK. Et là, quelles sont les clés de la réussite d'une initiative comme ça? Est-ce qu'on fixe un échéancier assez serré pour être sûr que ça s'étire pas en longue discussion et que finalement, ben, tout ça s'émousse? Les clés pour la réussite? Ben, assurément, tu sais, du leadership, une réelle volonté de vouloir collaborer, tu sais, de pas faire ça uniquement pour le spectacle politique, mais de vraiment foncièrement vouloir collaborer ensemble. Ça, c'est une des clés, assurément, de la réussite. Je dirais une grande ouverture d'esprit aussi. Lorsque les 4 femmes se sont rencontrées rapidement, elles ont compris que, premièrement, elles avaient d'énormes responsabilités. Ouais. Puis, elles devaient aller chercher de l'expertise terrain. Ouais. Et c'est ce qu'elles ont fait en composant le comité. Donc ça, je pense que ça prend une certaine forme d'humilité. Puis c'est vraiment, j'aurais envie de dire, ce cocktail-là entre ces 4 élus-là qui ont permis d'aller chercher de l'expertise, de créer un comité, puis vraiment... Puis aujourd'hui, ça débouche sur un rapport qu'on peut qualifier de très étoffé. Tout à fait. Et là, il y a 190 recommandations. Évidemment, on va pas les analyser aujourd'hui dans ce segment-là, mais ça prouve quand même qu'il y avait... Sans dire que le système ne fonctionne pas du tout, parce qu'il y a eu des éditoriaux, entre autres, d'Yves Boisvert. Il y a des gens, gens qui prennent mal, entre autres, l'acquittement de Gilbert Rozon. Il y a un aspect juridique aussi qu'il ne faut pas perdre de vue. Le système n'est pas complètement... non fonctionnel, mais quand même, il y a beaucoup de travail à faire et 190 recommandations, ça le prouve. Est-ce que vous avez l'impression, à partir de là, qu'il va y avoir un réel changement sans dire qu'on va adopter toutes ces recommandations-là? Est-ce que vous sentez qu'il y a un désir de changement qui va perdurer, qui va amener des transformations? Absolument. Ben, premièrement, à partir du rapport, je pense que ça va, orienter les discussions politiques pour les prochaines années. Oui. Ça, c'est clair. Oui. Parce que c'est un travail qui a quand même été de longue haleine. Hein. Ça a duré presque 2 ans. Énormément d'expertise autour de la table. Oui. Donc, les politiciennes et politiciens pourront pas nécessairement faire fi du rapport. Dans quelle mesure ils vont pouvoir lui donner suite? Évidemment, ça dépend de la volonté politique. Ça dépend aussi des moyens de l'État parce que on vit toutes sortes de crises en ce moment, là, mais l'une d'elles, c'est la crise sanitaire. Oui. On sait qu'on dépense énormément. Donc, quels seront les moyens de l'État dans quelques années? Je l'ignore, mais assurément, il va falloir prendre ça en compte. Oui. Donc, c'est sûr que c'est des défis, mais je pense qu'il y a effectivement une volonté politique de redonner confiance aux victimes envers le système de justice. Puis l'affaire Rozon vient juste de montrer le besoin criant de le faire. Oui, tout à fait. Et je pense que la société civile aussi, j'aime pas toujours l'appeler comme ça, mais je pense que la population, en fait, aussi, elle s'attend à des changements et je pense pas que les politiciens pourront prendre ces recommandations-là et en adopter quelques-unes de façon cosmétique et mettre ça sur une tablette. J'ai l'impression vraiment qu'il y a un point tournant qui a été franchi. En tout cas, on l'espère. Et là, je termine avec cette question, Valérie Lapointe. Se peut-il... Là, je ne veux pas genrer les choses. Se peut-il que parce que c'était des femmes politiciennes, on a été capable, justement... Là, je sais, tantôt, vous avez dit que ça dépend de chacune et de chacun, mais j'ai quand même l'impression que le fait que ce soit des femmes politiciennes, on a mis de côté peut-être les côtés plus politiques, justement, pour faire avancer les choses. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'intuition que ça a joué... ça a pesé lourd dans la balance pour que tout ça fonctionne. C'est une bonne question, puis je me la suis posée aussi. Peut-être effectivement que la socialisation fait en sorte qu'on est davantage porté vers la collaboration. En même temps, il y a toutes sortes de formes de leadership, qu'elles soient féminins ou masculins. Mais assurément, on peut pas nier le fait que c'était 4 femmes et puis qu'en arrière aussi en coulisses, là, il y avait moi. Donc c'est peut-être que ça a joué un rôle. Je lisais récemment, je pense que c'était dans la presse, là, je me demande si c'est pas Paul Journet, qui relevait qu'il y avait encore une culture machiste à l'Assemblée nationale, des modes de fonctionnement qu'on pourrait juger archaïques à certains égards. Puis honnêtement, mon expérience, c'est que c'est tout à fait vrai, puis c'est encore le cas. Puis ce que soulignait Paul Journet, c'est assurément d'actualité. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui ont encore des vieilles méthodes de fonctionnement, il y en a d'autres qui fonctionnent différemment, mais plus de femmes en politique, honnêtement, ça peut juste aider. Là. Ben, je pense que je pense que c'est un plaidoyer justement pour la diversité. La diversité des genres, oui, mais de toute forme de diversité. C'est là qu'on voit aussi que les idées sont différentes et au final, on est tous collectivement gagnants d'avoir une diversité
de la composition des politiciens et des politiciennes, mais des idées et des solutions qui s'en viennent. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Là, vous allez vous terminer votre doctorat. Est-ce que vous avez des projets de revenir en politique active éventuellement? Ben, j'imagine qu'il doit y avoir quelque chose de grisant aujourd'hui de savoir que vous êtes un peu à l'origine de tout ça. Je veux pas m'attribuer trop de mérite non, mais quand même. parce que c'est vraiment le comité d'experts et aussi les élus qui ont travaillé, mais assurément que la politique, pour moi, c'est quelque chose que j'espère qui va aller et venir là, dans ma vie à différents moments. C'est sûr que c'est quelque chose qui prend énormément de temps puis d'investissement. Faut dire aussi que j'ai une propension là, au travail qui est, disons, exponentielle. Là, on disait souvent à la blague au cabinet que c'était moi qui avais le moins de dossiers, mais qui en menait le plus large. Mais j'aimerais ça, j'aimerais ça revenir en politique de manière conjoncturelle. Je pense que j'ai quelque chose à apporter. Ben, Valérie Lapointe, merci. Je trouve ça intéressant que vous ayez pris le temps de nous parler parce que je voulais qu'on comprenne un peu le travail qui se fait loin des caméras souvent, mais qui finit par donner des résultats qui, en tout cas, on espère, vont changer durablement les choses dans la société. Merci beaucoup, vraiment, d'avoir participé à la balado. On va peut-être se reparler si jamais vous êtes à l'origine d'un autre projet aussi intéressant dans les années à venir. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci, au revoir. Bon, alors, c'est un épisode qu'on travaille, on est quelques personnes à travailler à le mettre sur pied et ben là, il était prévu cette semaine et ça tombe une semaine où l'actualité fait en sorte que c'est encore peut-être plus intéressant d'en parler. Alors, j'accueille pour ce segment, premièrement, Joanie Eppel, sexologue et présidente de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. Bonjour. Bonjour. J'accueille également Isabelle Proulx, sexologue clinicienne, chargée d'enseignement à l'Université Laval au certificat en dépendance et au certificat en santé sexuelle. Bonjour. Bonjour. Et il y a également Manon Bergeron, professeure au département de sexologie. Bonjour. Bonjour. Bon, alors, on va parler d'un projet. Et là, je vais m'adresser tout de suite à Joanie Eppel. Vous êtes présidente de l'Ordre professionnel des sexologues et l'Ordre a mis sur pied un programme de prévention des inconduites sexuelles en milieu de travail. Et là, je le sais, dans l'actualité, bon, on en parle beaucoup d'inconduite sexuelle. On a beaucoup parlé de ce qui se passe dans le domaine culturel parce qu'il y avait des vedettes, des grands noms, entre autres, qui sont sortis. Il y a eu les dénonciations cet été, entre autres. Il y a eu MeToo il y a quelques années. Mais puis on a l'impression que, outre ça, les inconduites sexuelles ne sont pas répandues dans tous les domaines professionnels, entre autres. Et je trouvais important qu'on parle de votre campagne parce qu'elle vise les ordres professionnels. Oui, tout à fait. C'est un projet, en fait, c'est un site Internet, un microsite qui permet, en fait, d'informer le grand public sur qu'est-ce qui constitue une inconduite sexuelle de la part d'un professionnel. Donc, ça vise à la fois les gens du public qui doivent savoir un peu qu'est-ce qu'il y en est, mais aussi il y a une section pour les professionnels. Voilà. Donc, tous les professionnels du système professionnel, il y a 46 ordres professionnels au Québec et tous ces professionnels-là sont concernés par ce site Internet-là et par la formation qui est offerte sur reconnaître un petit peu quel est le professionnalisme, comment ne pas tomber un petit peu, glisser vers ce qui pourrait être une inconduite sexuelle. Donc, c'est vraiment un lancement de ce site Internet-là qu'on a fait il y a quelques temps. Donc, il y a des informations qu'on peut lire. Il y a des capsules audio. Est-ce qu'il y a des capsules vidéo aussi? C'est de courtes vidéos qui illustrent un exemple d'inconduite sexuelle, par exemple. Oui. Bon. Et là, vous dites qu'il y a 46 ordres professionnels. Est-ce qu'on sait l'ampleur, en fait, du phénomène des inconduites sexuelles en milieu professionnel? Est-ce que vous avez des statistiques là-dessus? Bien, en fait, ce qu'on sait, c'est surtout que c'est autant peu dénoncé que dans la population en général. Donc, parmi toutes les agressions sexuelles, on sait que c'est sous-reporté. Donc, par année, il y a une vingtaine de cas qui sont déclarés au syndic des ordres professionnels. Ça nous apparaît peu. Il doit probablement y en avoir beaucoup plus. Mais pour nous, c'était essentiel quand même d'agir sur ça. Isabelle Proulx, vous avez été celle qui a beaucoup, en fait,
vous êtes occupé en fait du contenu qu'on retrouve dans, tout à fait. Dans la campagne. Votre champ d'expertise, en fait, il recoupe quoi? En fait, je suis sexologue à la base, clinicienne, donc j'ai travaillé j'ai eu la chance de travailler avec des victimes d'agressions sexuelles, de différentes problématiques, mais aussi avec des auteurs de délits à caractère sexuel. Alors, j'avais un regard assez large là, sur quand on m'a demandé de relever le défi de concevoir ce site informatif. OK. Justement, j'aimerais peut-être qu'on clarifie des concepts. Dans la campagne, il y a 3 déclinaisons. Il y a l'inconduite sexuelle, le harcèlement sexuel et l'agression sexuelle. Peut-être qu'on pourrait commencer par l'inconduite sexuelle. Bien, en fait, pour démêler tout ça, c'est sûr que ça dépend de quel angle, à partir de quel angle on va regarder la situation. Et ici, quand on a fait le projet, c'est en lien avec les ordres professionnels, donc c'est à partir de l'angle légal au niveau du Code des professions. Oui. L'inconduite sexuelle, dans la manière dont on en parle sur le site, c'est les actes dérogatoires à l'article 59.1 du Code des professions qui dit que un professionnel ne doit pas avoir de contact sexuel avec ses clients, clientes. Oui. Ça constitue un acte dérogatoire. Ça, c'est ce qu'on va considérer l'inconduite sexuelle dans le contexte là, du Code des professions. Mais là, excusez-moi, et que ce soit consenti ou non, là, c'est ça qu'il y a quand même une notion importante. En fait, que ce soit consenti ou non, parce que c'est un contexte de relations professionnelles et selon le Code des professions, tant qu'il y a une relation professionnelle, il ne doit pas y avoir de contact sexuel. Bon, OK. Alors, harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel, c'est en lien avec la loi sur les normes du travail. Donc, c'est à un autre niveau. On n'est pas dans le Code des professions. Le Code des professions, c'est les professionnels membres d'un ordre. Au niveau de la loi sur les normes du travail, le harcèlement sexuel est inclus dans la notion de harcèlement psychologique. Alors, toute personne qui est dans un milieu de travail, qui est victime de harcèlement sexuel, peut porter plainte en fonction de cette loi-là. Et quand on parle d'agression sexuelle ou de délit à caractère sexuel, là, on est au niveau du code criminel. On est dans un contexte où il y a un comportement sexuel imposé sans le consentement d'une personne. C'est un crime et on peut alors là porter plainte au niveau criminel. Bon. Et là, il y a eu des changements à la loi de 2017. Il y a vraiment une politique de tolérance zéro. Et entre autres, il y a en fait, les personnes qui sont trouvées coupables s'exposent. Et là, je ne parle pas devant les tribunaux nécessairement. Par rapport à leur ordre professionnel, ils s'exposent à des peines. Oui, tout à fait. Et c'est, je m'excuse, Joanie, si tu veux rajouter, tu iras. Je vais juste situer que c'est dans le Code des professions depuis 1994. Oui. Ça, c'est interdit depuis 1994, mais depuis 2017, les changements donnent des moyens pour vraiment appliquer une politique de tolérance zéro, puis dire là, si un professionnel est reconnu coupable d'une inconduite à caractère sexuel, il peut être passible d'une radiation minimale de 5 ans et d'une amende minimale de 2500 $. Oui. Alors, Joanie, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose là-dessus? Oui, en fait, c'est pour mentionner que le site Internet Inconduite, le site Internet qu'on a créé, qui est inconduite.opsq.org, est on va dire, en réaction à ce changement dans le Code des professions-là. On s'est dit, c'est quelle belle occasion en tant qu'ordre professionnel des sexologues du Québec de mettre à profit notre mission de protection du public en plus de notre champ d'exercice pour dire aux gens, voyez, il y a eu ces changements-là et on va vous faire connaître un petit peu les mécanismes liés au syndic, le mécanisme comment faire un signalement au syndic, parce que ça donne un élément de plus aux gens pour se protéger ou pour ne pas que ça se reproduise, que ces professionnels-là soient, dans le fond, qu'il y ait une sanction. Oui. Là, vous parlez de ça justement, vous trouviez qu'à l'ordre des sexologues, c'était important de mettre de l'avant, dans le fond, vos savoirs, vos expertises. À moins que je me trompe, mais est-ce que c'est une des premières fois où vous êtes proactive justement pour mettre sur pied des outils comme ça pour le grand public? Bien, on a toujours, on a fait certains positionnements dans le passé. Il faut rappeler que l'Ordre professionnel des sexologues du Québec a 7 ans. Donc, c'est un ordre professionnel. Ah oui, quand même, assez récent. C'est assez récent. Donc, dans notre jeune histoire, on peut dire que c'est en effet
c'est un projet qui nous tenait à cœur et qui nous positionnait un petit peu sur le plan de notre implication, sur le plan social, le plan sociétal, puis de dire oui, on trouve ça important, on trouve ça sérieux, puis on va mettre nos compétences, nos connaissances à profit à ce sujet-là. Là, il faut comprendre aussi, puis je pense que, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a frappé, ou je m'en rendais peut-être pas compte, mais c'est que la relation professionnelle, contrairement à d'autres types de relations où il peut y avoir des inconduites, c'est qu'il y a toujours un rapport de pouvoir, en fait. Ne serait-ce que hiérarchique. En fait, comment se décline, justement, ce pouvoir? Il y a des personnes, évidemment, tout dépendant des services qu'on demande, tout dépendant des professionnels avec qui on fait affaire, mais comment on peut déterminer en quoi, en fait, cette relation de pouvoir-là, elle est différente et on doit en prendre compte pour traiter des inconduites sexuelles? Bien, c'est intéressant parce que ça fait un lien avec ce que vous demandiez tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que est-ce qu'on le sait combien il y en a? Les études portent surtout sur les professionnels de la santé et les professionnels de la santé mentale. Ça, c'est comme si d'emblée, les gens comprennent bien que une personne qui est professionnelle de la santé ou de la santé mentale face à une personne qui a un trouble de santé mentale ou un trouble de santé ou une déficience intellectuelle. Ça, c'est comme, on voit bien la posture. On le comprend bien, la posture de pouvoir. Mais la posture de pouvoir, elle est là, la position de pouvoir, la relation de pouvoir, elle est là dans toutes les relations professionnelles. Parce que dès qu'on fait affaire avec un professionnel, c'est parce qu'on n'a pas les connaissances que cette personne-là a. Et c'est aussi parce qu'il va devoir se développer un lien de confiance et il va y avoir des informations confidentielles qui vont être transmises, peu importe là, le domaine du travail, le domaine de formation. Il y a une vulnérabilité, en fait, entre la personne qui demande des services. Ça peut être faire les plans de sa maison, je pense que c'est important de spécifier que c'est pas juste une relation de vulnérabilité parce qu'une personne est en dépression, consulte un psychologue. Il y a vraiment un déséquilibre, en fait, entre le professionnel et le ou la cliente. Tout à fait. Et là, il y a des situations, Isabelle Proulx, où il peut y avoir des abus. Oui, exactement. Donc, s'il y a un déséquilibre, qu'il y a une situation de pouvoir, il y a toujours un risque d'en abuser de ce pouvoir-là. Et la relation professionnelle, les professionnels sont formés, tous les professionnels reçoivent des cours sur la déontologie, l'éthique, doivent réfléchir à leur relation professionnelle qu'ils vont établir avec leurs clients, clientes, patients, patientes. Ils doivent mettre des frontières à cette relation-là, mais parfois, pour toutes sortes de raisons, on y reviendra, mais il y en a qui vont transgresser ces frontières-là. Et comme vous disiez tantôt, des fois, les clients, les clientes, les patients, les patientes sont d'une certaine manière consentantes parce que ils voient pas ou ils vont pas être conscients sur le coup de ce rapport de pouvoir. Ils vont penser qu'ils sont en train de s'embarquer dans une histoire d'amour égalitaire entre deux personnes consentantes, mais au bout du compte, des fois, l'histoire se termine pas totalement comme ils avaient prévu. Et c'est là qu'il y a un sentiment d'avoir été trahi, abusé, etc. Et la loi dit que non, entre un professionnel et ses clients, c'est non. Joni Eppel, je veux qu'on revienne à cette notion-là parce que je pense qu'elle est importante. Puis moi, je trouve qu'aussi dans la campagne, on le souligne, mais il faut le répéter. C'est que oui, cette campagne-là s'adresse au grand public, c'est-à-dire que ça donne des outils pour être capable de voir si justement, quand on fait affaire avec un professionnel, on est dans une situation d'inconduite. Mais c'est que une notion importante, c'est la responsabilisation des professionnels. Oui, exactement. Puis c'est de se positionner un peu dans son parcours de développement professionnel lorsqu'on en est un ou une et qu'on se dise, arrêtons-nous, réfléchissons un petit peu à notre pratique, et ce, peu importe la profession, là, on le rappelle, hein, et de penser un peu à comment on se positionne par rapport à nos clients-clientes, à notre clientèle, comment on utilise justement ce pouvoir-là, comment on l'honore finalement. Pour moi, c'est vraiment une réflexion sur comment on honore ce rôle professionnel-là. Et la formation va en ce sens-là, je crois. Manon Bergeron, on vous a pas encore entendu beaucoup. La campagne de l'Ordre des sexologues vise les ordres professionnels, mais on trouvait intéressant dans cette discussion-là d'inclure ce qui se passe dans le milieu universitaire
parce que là, en fait, beaucoup, il y a ce rapport d'autorité, entre autres, ce rapport hiérarchique, où il y a une zone vraiment de moins en... Ben, je ne pourrais pas dire floue, mais où il y a potentiel d'inconduite. On l'a vu beaucoup. Vous, c'est votre champ d'expertise. Oui, exactement. Et vous avez tout à fait raison. Le parallèle est vraiment assez facile à faire entre tout ce que Isabelle et Joanie viennent de mentionner dans les dernières minutes et le milieu universitaire. Quel constat vous pouvez faire de ce qui se passe présentement? On sait, il y a eu des cas, il y a eu des dénonciations qui ont été faites dans le milieu universitaire. C'est un des premiers même milieux, en tout cas à mon souvenir, où il y a eu une campagne de dénonciation de certains professeurs. Il y a des universités qui se sont dotées de codes de conduite, mais aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à vos observations? Mais en fait, c'est que ça existe quand même, c'est assez présent. Il ne faut pas se fier non plus sur les plaintes qui sont déposées dans les universités, de la même façon qu'on vient de l'entendre pour les ordres professionnels. C'est vraiment la pointe de l'iceberg, ces situations qui sont dénoncées. Donc, bon, le fait est établi, effectivement, là, il y a des rapports de pouvoir à l'université. Et dans le cas des relations pédagogiques ou d'autorité, il y a vraiment une inégalité de pouvoir entre, par exemple, un prof, une prof et des étudiants. Quand on est prof, on enseigne, on évalue, on conseille nos étudiants, on les supervise, on recommande leur embauche ou des bourses aussi. Donc, on a vraiment quand même, c'est vraiment une relation inégalitaire. Et ça crée, dans le fond, des conditions pour, exactement comme le mentionné Isabelle et Joanie, des conditions pour avoir des abus de pouvoir, finalement, que des profs, par exemple, là, abusent de certaines situations auprès des étudiants. Donc, nous, l'étude qu'on avait fait, qui était SIMU, qui est sortie en 2016, couvrait vraiment un large éventail, c'est-à-dire couvrait le harcèlement sexuel, couvrait les comportements sexuels non désirés, donc qui inclut par exemple l'agression sexuelle au sens de la loi, et tout ce qui est coercition sexuelle également, qui était qui est du chantage et menaces en échange de faveurs sexuelles, et si la personne refuse, ça peut être des menaces aussi de représailles parce que la personne n'accepte pas. Et lorsqu'on regarde l'ensemble de ces différentes formes de violence sexuelle, c'était une personne sur 3 qui, en milieu universitaire, rapportait avoir vécu au moins une situation se rapportant à ces situations-là. Bon, là, je sais que ce chiffre-là va faire sursauter. Et d'ailleurs, à l'époque, en fait, c'est l'an dernier, là, je pense qu'on va crever l'abcès. Vous avez été nommé scientifique de l'année par Radio-Canada. Et Yves Boisvert, je me rappelle, Yves Boisvert avait fait un texte dans la presse pour un peu, pas dénoncer votre démarche, mais dire que, en fait, trouver que c'était pas tout à fait scientifique. Entre autres, votre façon d'inclure des regards insistants ou des mauvaises blagues dans les inconduites dans les inconduites sexuelles et arriver à ce chiffre-là. Comment vous avez reçu c'est une critique, en fait, de votre travail? Est-ce que vous trouvez qu'Yves Boisvert est allé un peu loin ou est-ce que c'est mal comprendre un peu la démarche que vous faites? Bien, en fait, M. Boisvert avait exprimé son opinion. À l'effet, c'est ça, que les violences sexuelles, donc on incluait des comportements qui, pour lui, n'étaient pas violents, en fait. En fait, qui n'étaient pas prescrits par la loi, qui n'étaient pas inclus dans le code de la loi. C'est ça. Donc ça, c'est une vision, dans le fond, c'est une des visions qui est une vision restrictive. Si on regarde au niveau des recherches dans le domaine autant international qu'au Canada, dans le milieu scientifique, dans le milieu de l'intervention aussi, c'est reconnu que lorsqu'on dit violence sexuelle, on comprend l'ensemble donc autant harcèlement sexuel, comportement sexuel non désiré et coercition sexuelle. Et peut-être que le dernier argument le plus récent, en fait, là, pour convaincre les personnes qui peut-être voient pas ça, Statistique Canada a sorti en septembre 2020 une étude très, très similaire à ce qu'on avait sorti dans SIMU. Et c'est exactement les mêmes comportements qui incluent largement toutes ces manifestations-là de violence. Bon. Parlons des victimes, justement, et des conséquences. Évidemment, les réactions aux inconduites sexuelles sont pas proportionnelles aux gestes. Donc, en fait, c'est que les gens, trois personnes qui vont être confrontées à un même geste ne vont pas nécessairement réagir de la même façon. Est-ce que ça joue beaucoup dans la confusion ou dans le... Des fois, les gens, je pense, ont l'impression ne comprennent pas, en fait, l'impact que ça peut avoir, les inconduites sexuelles, parce qu'il y a une gradation, il y a des gestes qui semblent anodins, mais pour une personne, ça réactive des choses. Comment on fait pour
pour faire comprendre à la population qu'il n'y a pas de mauvaise réaction et il n'y a pas... C'est pas une gradation, en fait, cette histoire-là. Je ne sais pas si ma question est claire. En fait, je pense qu'il faut revenir à l'essentiel, c'est-à-dire le consentement puis la conscience des rapports interpersonnels. Là, je veux dire, je comprends que on a tendance à banaliser certains gestes puis à considérer qu'il y a des vraies agressions puis il y a des choses qui sont moins graves. Bon, il faut pas non plus démoniser toute manifestation de gentillesse, là, mais il faut être capable justement de tenir compte de la personne qui est devant nous, des contextes dans lesquels on est là. Si je reviens au contexte professionnel, le professionnel et la personne qui est devant elle, on l'a dit, c'est un rapport de vulnérabilité. C'est la même chose pour l'enseignant, le professeur, le responsable de thèse, etc. à l'université. Et la personne qui, l'étudiant, la cliente, la patiente, le patient, peu importe, est dans un état où il va admirer souvent cette personne-là, où il va idéaliser la relation, etc. Et effectivement, le geste, je vais revenir sur, ça peut être un regard, ça peut être une blague, et ça peut être un toucher qui devrait être dans un contexte professionnel, mais qui finalement est plein d'intentions, de sensualité, puis que finalement, c'est plus du tout un examen comme il devrait l'être. Il y en a plein de gestes ou d'attitudes ou de regards ou de paroles qui sont inappropriés dans des contextes professionnels ou dans des rapports enseignants, étudiants, etc. Et c'est pas, effectivement, il faut pas regarder juste le geste, il faut regarder le contexte, il faut regarder ce que la personne aussi peut-être a vécu, parce qu'on sait que faut faire attention, toute personne est susceptible de vivre une agression sexuelle, une inconduite sexuelle de la part d'un professionnel ou du harcèlement sexuel. Ça n'a pas rapport avec être plus faible, être moins capable de se défendre, être moins intelligent. Bon, c'est vraiment une question de contexte et de vulnérabilité. Et puis, je peux... Et il y a des gens qui ont des vulnérabilités supplémentaires. Joanie Eppel, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, c'est ça. C'est que en fait, un des impacts dont on parle peu, puis ça fait référence entre autres au système professionnel et à l'utilisation de services des professionnels, c'est que parfois, l'impact que ça peut avoir, une inconduite sexuelle d'un professionnel, c'est que la personne, non seulement son problème initial pour lequel elle allait consulter n'est pas réglé, mais avoir une perte de confiance totale envers ce type de professionnel ou même envers tous les professionnels qui existent. Donc, il y a différents impacts psychologiques. Il y a aussi des impacts, on va dire, relationnels ou sociaux. Et ce n'est en effet pas une gradation direct, on ne peut pas faire de lien direct avec l'intensité du geste ou de la parole et la conséquence ou les conséquences qu'il peut y avoir. C'est important de le rappeler. Oui. Je ne vous ai pas posé la question au début, mais est-ce que ce programme-là de sensibilisation a été fait en collaboration avec les autres professionnels? Est-ce que les autres professionnels sont d'accord avec cette démarche-là? Est-ce qu'ils adhèrent à tout ça? Je donne l'exemple. C'est drôle parce que quand j'ai préparé l'entrevue avec vous, je me suis souvenu d'une amie qui a eu... c'est un cas d'agression, en fait, avec un médecin. Et elle... Bon, ça fait quelques années, cela dit. Mais l'ordre, le Collège des médecins a absolument pas été... du côté de la victime, mais pas du tout, et à un point tel qu'elle a abandonné toute démarche. Est-ce qu'on peut s'attendre en 2020 à ce que les autres professionnels soient ouverts à ça? Parce que dans la perception des gens, on a l'impression que les autres professionnels protègent surtout les professionnels avant de protéger le public. Oui, bien ça, je peux définitivement répondre. On peut voir, depuis les changements dans la loi, dans le Code des professions, on peut voir que tout le monde est de plus en plus sensibilisé. La tolérance sociale envers les agressions sexuelles est de moins en moins grande, elle s'amenuise et c'est tant mieux. Et on le voit aussi dans les autres professionnels. Et je peux vous dire que le site Internet et la formation ont été très, très bien reçus là, de la part des autres ordres. Donc, c'est nous qui avons créé un petit peu plus le contenu, tout ça, avec l'aide financière du ministère de la Justice. Mais ça a été très, très bien reçu et c'est une formation qui est gratuite. Donc, les autres professionnels
professionnels ont tendance à relayer en ce moment, depuis la sortie, le lancement du site, ont tendance à le relayer auprès de leurs professionnels. Donc, je le vois en amélioration. Ça se pourrait très bien qu'il y ait eu des problèmes dans le passé avec différents ordres, mais il y a une amélioration notable. Pour aller dans le même sens, quand j'ai fait la démarche pour le contenu, effectivement, on a contacté plusieurs ordres et on a eu la collaboration, la perception des ordres et tout ça. Et la majorité des gens m'ont répondu que les syndics ont eu une formation. Suite au changement de la loi, les syndics ont eu une formation spécifique sur les inconduites sexuelles pour mieux accompagner les personnes qui pouvaient faire un signalement à ce niveau-là. Et tout le monde allait dans le même sens, que l'accompagnement était beaucoup mieux et que c'était pris en compte, là, que c'était un processus où il s'adaptait beaucoup plus à la victime. Il y a vraiment une volonté claire, hein, Isabelle? Oui, clairement. Une volonté claire de la part des ordres professionnels. Oui, de supporter, d'informer les personnes. Oui. Isabelle Proulx, je poursuis avec vous, bien que Manon et Joanie, évidemment, vous êtes toujours invités à commenter. On va parler des auteurs d'inconduite sexuelle. Est-ce qu'il y a une typologie? Je dis une typologie, c'est peut-être pas le bon terme, mais est-ce qu'il y a un profil de gens qui transgressent, qui font des inconduites sexuelles? Est-ce qu'il y a des patterns, en fait, qu'on retrouve ou, au contraire, c'est vraiment très, très varié, tout dépendant de la situation? Ou... Bon, on manque de recherche à ce niveau-là. Là, la première chose que je vais dire, c'est ça, parce que les recherches sur lesquelles je me suis basée, en fait, ce que j'ai pu lire, il y a effectivement plusieurs profils. On peut pas mettre tout le monde dans le même panier, que ce soit les auteurs d'agressions sexuelles ou les professionnels qui vont commettre des inconduites. Il y a différents profils. Pour y aller, disons grossièrement, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont par manque d'empathie, par malveillance, par intention de vouloir prendre du pouvoir sur l'autre, vont agresser quelqu'un ou vont utiliser la relation professionnelle pour abuser de cette personne-là, l'utiliser comme un objet sexuel pour répondre à leurs besoins. Ça, c'est un portrait qui existe. Et ça va avec des traits de personnalité, ça va avec des caractéristiques particulières. C'est pas la majorité nécessairement de ces portraits-là qu'on va rencontrer au niveau des inconduites des professionnels. Il y a aussi des gens, bon, l'autre extrême, c'est le jeune professionnel naïf, qui a pas d'expérience, etc. Mais ce qu'on voit le plus, puis les personnes à qui je me suis adressée quand j'ai fait le contenu du site, c'est beaucoup ces personnes qui vont avoir dans leur histoire des facteurs de vulnérabilité, qui vont avoir tendance peut-être à combler leurs besoins beaucoup dans le travail, avoir peut-être avoir des difficultés à avoir des relations sociales, un faible réseau social, se valoriser beaucoup dans leur performance, chercher la valorisation dans le lien avec les clients au lieu d'avoir des amis pour le faire. Puis qui finalement peuvent avoir aussi des problématiques passagères de déprime ou qui vont consommer plus d'alcool ou qui vont sexualiser, avoir des problématiques au niveau de la dépendance à la sexualité et que finalement... L'inconduite sexuelle, ça arrive jamais dans un beau ciel bleu. Hein? C'est quelque chose, comme je disais, il y a des transgressions, il s'établit un contact privilégié ou des sentiments particuliers avec une personne à qui on offre des services. Il y a des carences, mes besoins sont pas comblés, je m'ennuie, je trouve ça dur. Finalement, j'établis un lien avec cette personne-là. Là, tout à coup, je vais laisser passer des choses, le rendez-vous va durer plus longtemps, on va se mettre à se faire des confidences, je vais être amie Facebook avec cette personne-là tout à coup, et là, il s'installe des choses. Alors, il faut aussi tenir compte que c'est pas écrit dans le front du professionnel ou de la professionnelle que cette personne-là va abuser ou va franchir les limites, les frontières de la relation professionnelle. Parfois, on a une espèce de sentiment que cette personne-là est attentionnée, veut prendre soin, Puis il y a des histoires de femmes qui ont commis des inconduites à caractère sexuel aussi parce qu'elles sont tombées amoureuses d'un client, puis elles ont voulu aller l'aider, puis en sauveuse, on franchit les frontières. C'est inacceptable, ça aussi. Alors,
le portrait, bref, il y en a différents portraits, mais il faut se rappeler que c'est généralement des personnes qui vont franchir des frontières, transgresser des frontières de la relation professionnelle parce que ils n'ont pas travaillé sur leur professionnalisme, ils n'ont pas pris soin d'eux autres dans leurs besoins psycho-affectifs, dans leurs besoins de valorisation, etc., etc. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée, mais... Tout à fait. Tout à fait. Manon Bergeron, est-ce que ces profils-là, on les retrouve aussi en milieu universitaire? On n'a pas d'études du tout en milieu universitaire qui viennent nous appuyer là, sur ce que Isabelle là, mentionne pour les professionnels. Donc, c'est peut-être des dynamiques aussi qui sont différentes. En milieu universitaire, on les a pas. Donc, ce qu'on sait, c'est l'ensemble des si on veut, la situation typique, c'est une étudiante ou un étudiant qui se fait agresser par un autre étudiant. Ça, c'est dans la majorité des cas. Mais quand même, quand on regarde chez les étudiantes, il y a environ autour de 25% que c'est des situations qui impliquent quelqu'un en autorité, donc sur la personne. Alors, c'est pas parce que c'est moins nombreux que c'est pas important. Et une chose que Isabelle mentionnait, je trouve ça c'est assez important de dire, autant aussi pour les ordres professionnels que dans le milieu universitaire, c'est à la personne qui est en autorité de savoir où est la limite, de la reconnaître et de la faire respecter. C'est vrai là, dans les ordres professionnels et c'est vrai que pour les universités, les cégeps aussi, parce que depuis la loi, il y a eu une loi au Québec en 2017, donc la loi qui vise à prévenir et à contrer les violences à caractère sexuel en milieu d'enseignement supérieur. Donc, chaque université, chaque cégep doit implanter sa propre politique et à l'intérieur de cette politique-là, il y a un code de conduite spécifiquement pour les profs ou toute personne en autorité qui vient en quelque part encadrer des liens intimes, amoureux ou sexuels entre un étudiant et la personne qui est en relation d'autorité. Et ce qui est clair là-dedans, c'est la personne qui est en autorité qui doit établir cette limite-là et ne pas la franchir. Mais ça doit être parfois extrêmement difficile, entre autres en milieu universitaire, parce qu'on a affaire à des... même dans les autres domaines aussi. Moi, je sais que dans mon entourage, pas des gens près de moi, mais il y a plusieurs histoires de professeurs avec leurs élèves qui ont développé une relation et qui sont encore ensemble aujourd'hui, des années et des années après. Je dis pas que c'est répandu, mais normalement, cette relation-là n'aurait jamais dû avoir lieu parce que la personne en autorité aurait dû dire non, sauf qu'on est dans le... Il y a des zones floues, j'imagine. Ça doit être... Est-ce qu'il y a des balises claires, entre autres, dans les universités? Et je pense au milieu culturel aussi, que je connais bien parce que j'y travaille. Évidemment, tout ça ne se fait pas aux yeux, au vu de tous, mais il y a une espèce d'ambiguïté parfois dans le travail. Il y a de la séduction des deux côtés qui fait partie du travail et qui fait en sorte que ça doit être difficile parfois de mettre les limites. Oui, comment on fait? À partir du moment, en fait, qu'il y a cette relation de pouvoir-là, le consentement, il est vicié, en fait. Là. Donc, la personne qui se trouve, par exemple, une étudiante qui se reçoit, je sais pas, là, des regards de son professeur, des blagues, des regards sur son apparence, de se faire dire qu'elle est belle, et là, son corps, et là, on peut imaginer là, une sorte de commentaires, des invitations à répétition, etc. Donc, à ce moment-là, le professeur sait qu'est-ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'il est en train de dire, dépasse quand même la limite. Ça, c'est une première chose. Et c'est sûr que quand il y avait eu beaucoup en fait, quand ça a sorti, cette consultation-là, à l'époque, l'ensemble de tous les groupes qui avaient été consultés étaient d'accord avec le fait d'interdire ce type de relation à l'intérieur des universités. C'est plus simple. Oui, mais puis en fait, les personnes qui s'élevaient contre disaient oui, mais quelquefois, il y a des belles histoires d'amour qui commencent comme ça. On en convient, mais ce qu'on entend davantage, c'est quand même des c'est des cas isolés. Les belles histoires, c'est des cas isolés. Oui, c'est ça. Et il faut pas s'appuyer là-dessus. Donc, ici, il y avait une belle grande histoire d'amour qui commençait. Ce qu'on voit, nous, c'est que c'est quand la relation prend fin, c'est des fois, plus souvent qu'autrement, plutôt désolant ou catastrophique pour la personne qui se retrouve devant une personne en autorité, finalement, qui vit ça difficilement une fois que les choses se terminent et se terminent mal. Et un peu dans le même sens... Oups, vas-y, Joanie. Non, mais c'est que je trouve intéressant le mot que Manon a utilisé de consentement vicié.
Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là et qu'il faut qu'on se positionne quand on est professionnel ou en rapport d'autorité, de se dire, est-ce que la personne en face de moi, bien qu'elle soit adulte, est réellement en mesure de consentir à quelque chose d'égalitaire en ce moment? Et la réponse va être très, très, très souvent, la majeure partie du temps, non. Et pour ce qui est des professionnels, c'est non, c'est clairement dit. Un petit détail important quand même, parce que dans l'article 59.1, ce qui est précisé, c'est que c'est interdit, hein, c'est un acte dérogatoire pour les professionnels pendant la durée de la relation professionnelle. Alors là, il y en a qui pourraient dire, ben si c'est pendant la durée, je vais mettre fin à la relation professionnelle, on se voit plus, puis ben, on continue notre histoire d'amour, entre guillemets, où on a des relations sexuelles puisque c'est ce qu'on désire. Attention, parce que la durée de la relation professionnelle, ça s'arrête pas nécessairement parce qu'on ferme un dossier ou parce qu'on ferme une porte au dernier rendez-vous. Et ça, c'est intéressant, ça. C'est très important, surtout dans des métiers, justement, où il y a un lien important, qu'on pense au lien, justement, psychothérapeute ou les professionnels de la santé, tout ça. Les syndics qui doivent analyser des signalements vont se demander, est-ce que c'était possible que la personne revienne consulter? Parce que des fois, on ne va pas nécessairement consulter à toutes les semaines, mais on va consulter de façon régulière et notre professionnel demeure notre professionnel. Évaluer aussi, est-ce qu'il y a encore du pouvoir ou une forme d'influence, le professionnel, sur la personne, sur le client-cliente, etc. Donc, c'est pas parce que le service est, entre guillemets, terminé que la relation professionnelle est vraiment terminée, qu'il n'y a plus d'influence et de pouvoir. Alors, pour les professionnels de la santé et des relations humaines, là, en général, la durée de la relation professionnelle, c'est presque toute la vie, là. C'est intéressant comme nuance à apporter, effectivement, Isabelle Proulx. Depuis tantôt, on parle on utilise le masculin et le féminin, autant pour les gens qui seraient les agresseurs et les victimes, mais on s'entend que c'est pas tout à fait réparti à 50% d'un côté et de l'autre. Est-ce que c'est bien chiffré, en fait? On le sait. Est-ce que c'est par rapport aux plaintes qui sont déposées? Là, vous dites, depuis le début, en fait, on parle beaucoup que c'est la pointe de l'iceberg. Le fait de se sentir victime aussi, est-ce que ça diffère chez les hommes et chez les femmes, par exemple? Ben, on sait que de façon générale, puis bon, là, c'est la clinicienne en moi qui parle, j'ai pas les recherches sous les yeux, les chiffres, les statistiques, mais on sait très bien que les hommes ont beaucoup plus de difficultés à consulter et à se reconnaître victimes et à demander de l'aide parce que, bon, les préjugés, les mythes sont encore tenaces, puis un homme, c'est supposé d'être fort, c'est capable de se défendre, puis ça aime tellement la sexualité que ça peut pas refuser une occasion, donc... Ça a toujours le goût. C'est ça, il y a encore un peu de ça. Donc, un homme qui est face à, par exemple, à une professionnelle qui a un statut de pouvoir, il va probablement peut-être interpréter ça différemment ou les gens autour de lui vont interpréter ça différemment. Donc, ça va l'empêcher peut-être de porter plainte parce qu'il va se dire, je vais faire rire de moi si je me plains d'avoir eu une occasion comme ça, mais alors que c'est une forme d'abus, là. Alors oui, c'est vrai qu'il y a une différence, mais je vous dirais qu'au niveau des professionnels, il y a aussi des femmes il y a des cas puis là j'ai pas les chiffres devant moi, mais il y a des cas d'inconduite sexuelle qui ont été commises par des femmes. Il y a probablement des différences, mais on aurait besoin, encore une fois, là, de plus de recherches pour faire des profils, etc. Mais c'est possible, dès qu'une personne est en situation de pouvoir, c'est possible qu'il y ait un abus. C'est intéressant. Allez-y, Manon. En fait, j'allais dire, c'est intéressant aussi, et c'est vrai que ça serait vraiment très intéressant d'avoir une étude aussi à travers les ordres professionnels. Nous, on s'intéresse actuellement aux stages, donc aux stagiaires. Donc, c'est un autre... on le voit, la relation de pouvoir là aussi quand on dit une stagiaire qui passe ou qui échoue son stage parce qu'il y a une personne qui a ce pouvoir-là aussi entre les mains ou deux personnes ou un groupe de personnes. Alors, on est en train de faire une étude là-dessus. Donc, je trouvais ça intéressant si on pouvait avoir des études et l'intérêt aussi de documenter parce qu'on a
la pointe de l'iceberg, effectivement, c'est les personnes qui vont aller porter plainte ou qui Oui. vont signaler. Dans les universités, on le sait, nous, c'est autour là, de 90-95% des personnes qui n'ont pas signalé, qui n'ont pas dénoncé. Et là, on parle même pas de porter plainte, là, c'est juste de signaler la situation. Et c'est pour ça que des études comme SIMU, mais aussi Statistique Canada a sorti, c'est là où on retrouve, quand on a des études populationnelles, où là, on est capable de sortir vraiment la victimisation selon si on est une femme ou si on est un homme. Ouais. Et bon, évidemment, on sait là, qu'il y a des hommes qui sont victimes, quand même la grande majorité demeure des femmes. Et je ne dirais pas qu'on passe sous silence aussi d'autres groupes qui sont particulièrement vulnérables. Oui. On pense aux diversités sexuelles de genre, on pense aux personnes autochtones, aux personnes de minorités visibles, etc. Donc, qui probablement, aussi dans les ordres professionnels, à travers les conduites sexuelles, sont sans doute des populations ou des groupes qui sont plus à risque, en fait, d'en subir. Oui. Tout à fait. Peut-être juste mentionner. Oui, allez-y. Oui, concernant les projets de recherche, Geneviève Martin, qui est professeure au département de psychiatrie de l'Université Laval, va justement faire un projet de recherche sur les inconduites sexuelles des professionnels. Donc, on en saura un petit peu plus, entre autres, sur les gens qui passent l'acte. Donc, ça va être particulièrement à suivre là, dans les prochaines années. Ça pourra probablement bonifier tout ce qui se fait en termes de prévention des inconduites sexuelles. Donc, à suivre. Absolument. Wow. Ouais. Bon, alors là, les recours. On en a un peu parlé au début. Là. Bon, vous allez chez votre dentiste, je ne spécifie pas le genre, et vous trouvez qu'il y a une ambiguïté qui est inacceptable. Techniquement, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Juste pour que les gens comprennent à quoi ils ont accès pour les recours. Bien, moi, je peux peut-être y aller en disant que la chose la plus importante à faire lorsqu'on a un doute et qu'on ne veut pas rester pris avec ça, c'est d'en parler. Maintenant, ce que les ordres professionnels offrent, c'est qu'ils peuvent appeler directement à l'ordre professionnel du professionnel concerné et demander à parler avec un syndic. Et à partir de ce moment-là, au moment où le client ou la cliente est en contact avec le syndic d'un ordre professionnel, elle n'est plus seule. Et le syndic et la syndic va encourager la personne à expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et après ça, il va y avoir différentes étapes, mais qui vont être faites en accompagnement de cette personne de référence-là. Là, pour que les gens... Excusez-moi, je vous arrête, Joanie Epel. Pour que les gens comprennent bien, le syndic, c'est l'entité qui est chargée de représenter le public au sein d'un ordre professionnel. C'est bien ça? Exactement. C'est comme la personne qui fait l'enquête et qui doit présenter finalement au conseil de discipline, le cas échéant, s'il y a bel et bien matière à porter plainte envers ce professionnel-là. Donc, c'est ça qu'on disait un peu plus tôt quand on disait que c'est on va dire, le parcours le moins dérangeant en termes de sanctions disciplinaires. C'est le parcours le moins difficile, bien que ça le reste, pour les clients et les clientes, parce qu'ils ne sont pas seuls dans la démarche. Bon, ensuite, le syndic, lui, va faire... C'est lui qui va mener l'enquête? Exactement. Pour savoir s'il y a eu une inconduite? C'est ça. Donc, à l'issue d'une enquête, il peut y avoir soit la plainte n'est pas retenue pour X, Y raison. En général, lorsqu'il y a bel et bien une inconduite sexuelle, c'est retenu. Parfois, il peut y avoir des mesures non disciplinaires quand on voit que c'est une personne qui a fait qui a fait quelque chose qui pourrait plutôt être vers un glissement, mais qui n'est pas bel et bien une inconduite. Il pourrait y avoir des mesures non disciplinaires, de la supervision, de la formation. Et il y a sinon, il y a le dépôt d'une plainte en bonne et due forme au conseil de discipline. Et ensuite, là, ça va en audition. Et là, on voit est-ce que la personne est coupable ou non coupable. Bon, est-ce que les délais sont... est-ce que ça s'étend sur plusieurs mois, sur plusieurs années? Est-ce qu'ils sont diligents quand même, les ordres professionnels, quand il arrive des plaintes comme ça? C'est le plus diligent possible. Hein? Donc, ça va prendre quelques mois minimalement pour bien étayer la preuve. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les cas d'inconduite sexuelle, donc les signalements pour inconduite sexuelle, sont mis sur le dessus de la pile, comme on pourrait dire, là, des syndics, des ordres professionnels. On prend ça vraiment au sérieux. Et pour nous, c'est la priorité, hein, que ça soit vu en premier là, avant bien d'autres choses qu'on peut reprocher à des professionnels.
Ouais. Ben, bon, vous m'amenez à ça. Je voulais terminer avec ça. On va le faire parce que vous ouvrez une porte. Bon, il y a eu deux événements cette semaine. J'aimerais vous entendre parce que j'imagine que vous avez une opinion. Ben, d'abord, l'acquittement de Gilbert Rozon. On le sait, le jugement a été difficile à accepter pour les victimes, entre autres, d'agressions sexuelles, pour beaucoup de femmes, en fait. On a eu l'impression, encore une fois, que ça donnait rien de faire une plainte. Et là, je sais, on fait une différence. On n'est pas dans la problématique qui nous occupe, c'est-à-dire dans les ordres professionnels, mais reste que j'imagine que comment vous êtes senti par rapport à cet acquittement-là. Je ne sais pas si une de vous trois a envie de commencer. Bien, c'est sûr qu'on le reçoit avec, je dirais, avec d'abord beaucoup d'empathie pour la personne victime, puis une certaine aussi stupéfaction. Il faut se rappeler quand même que à l'origine, il y avait plusieurs femmes qui avaient déposé des plaintes. Donc, quand on regarde le processus, ça n'en prend qu'une pour qu'il y ait un verdict de culpabilité, mais dans ce processus-là, ce qui est encore plus stupéfiant, c'est plusieurs femmes qui ont eu ensemble le courage, parce qu'elles étaient aussi ensemble, parce qu'elles étaient plusieurs, de passer à travers tout le processus, à travers ces années-là. Alors, au final, avec les étapes, il en est resté qu'une seule, donc qui pouvait emmener la cause devant la cour, selon le procureur de la couronne. Donc, c'est vraiment, les premières passées vont vraiment à la personne victime, et après, c'est de la stupéfaction. Puis, lorsque on se pose la question pourquoi les victimes ne portent pas plainte, pourquoi il y a si peu de dénonciations, bien, assurément qu'un cas comme ça donne un exemple qui peut être décourageant pour un grand nombre de victimes, même si faut travailler à l'inverse, mais quand même, on peut pas faire fi de cette répercussion-là. Est-ce qu'il faut prendre ce cas-là comme si représentatif? Parce que moi, j'ai lu des textes, entre autres, de divers horizons. J'ai même Véronique Robert, qui est une avocate, qui a déjà dit ici à la balado, à la saison 1, qu'il fallait arrêter de dire que c'est pas vrai que le système judiciaire se fait pas attention et qu'il n'y a pas des gens formés et qu'il y a beaucoup de cas qui seraient hors cours, entre autres, et qu'il y a des gens condamnés. Et c'est ce que Yves Boisvert disait, je pense, ce matin dans sa chronique, qu'il fallait pas prendre le cas de Gilbert Rozon comme exemplaire parce qu'il y a quand même... les choses ont quand même changé. Et là, on en parlera après, le dépôt de ces 190 recommandations d'un comité d'experts. Mais ça ne discrédite pas tout le système parce que Gilbert Rozon a été acquitté. Avez-vous cette impression-là quand même que c'est ce que ça fait, ou il faut regarder les faits qui démontrent quand même qu'il y a des accusations, que c'est pas systématiquement les accusés qui l'emportent? En fait, quand on regarde si les choses ont changé, il y a, bien sûr qu'il y a eu des améliorations, il y a une sensibilisation de la part pour les procureurs, pour les juges. Il y a eu aussi des services qui ont été mis en place pour accompagner davantage les victimes. Donc, bien sûr, il y a eu des mesures, des actions qui ont été prises, mais lorsqu'on voit en même temps qu'un rapport avec 190 recommandations sort, ben, on peut pas dire qu'il y a place à amélioration, c'est le moins qu'on peut dire. Vous me devancez, Mme Bergeron, mais j'allais dire ça. J'allais dire, c'était ma prochaine question. Il y a quand même un rapport de 190 recommandations, donc effectivement, ça va pas plus loin, ça va pas si bien que ça. Cela dit, est-ce que vous trouvez que votre démarche à vous, là vous disiez tantôt que les ordres professionnels prennent ça au sérieux, ils sont accompagnés, est-ce que vous pourriez servir, en fait, est-ce que ça pourrait servir de modèle pour améliorer le système judiciaire? Bien, moi, je le vois vraiment comme quelque chose de complémentaire. Hein? Donc, les mécanismes de protection du public des ordres professionnels n'empêchent pas, si un professionnel qui fait une agression sexuelle, une inconduite sexuelle sur une personne, n'empêche pas que le professionnel peut être accusé par son ordre professionnel, mais aussi au criminel. Donc, n'oublions pas ça. Donc, c'est comme on peut, en tant que réflexion collective avec ces 190 recommandations-là, manifestement, on a encore besoin de travailler fort pour changer les choses dans notre société et pas seulement sur le plan judiciaire, parce que là, vous abordiez les limites du système judiciaire, mais aussi tout l'accompagnement psychosocial, toutes les conséquences des agressions sexuelles, toutes les spécificités des différents groupes qui vont être victimes, et aussi l'accompagnement des personnes qui font ces actes-là. Donc, il y a énormément de choses à faire
et je suis contente qu'on puisse en parler de plus en plus, même si ça fait des semaines un peu difficiles où on a beaucoup de nouvelles puis que c'est difficile à entendre. Ben moi, je vois beaucoup d'espoir si ensemble, on continue à ne pas lâcher, à parler de ça et à faire des modifications, on va finir par franchement améliorer les choses pour les victimes. Parce qu'effectivement, au niveau clinique, faut pas oublier que c'est pas toutes les victimes qui ont besoin de passer par le système judiciaire de porter plainte pour aller mieux. Il y en a que c'est une voie, d'autres ça va être justement il faut offrir plusieurs possibilités parce que l'important c'est de briser le silence, d'être accompagné, d'être cru, d'être aidé. Mais est-ce que c'est toujours la meilleure réponse? Est-ce que c'est toujours de porter plainte aux criminels? Ça, c'est une autre affaire. Mais il faut accompagner, je pense que, comme disait Joanie, les services pour les personnes qui ont été victimes, qui ont vécu différentes formes de violences sexuelles. Ils doivent avoir plusieurs options, puis ils doivent avoir plusieurs options de services aussi pour être accompagnés, puis guérir à travers ça. Je pense que c'est ça le plus important. Là, la dernière question, je vais la poser à la sexologue en vous et non pas à la clinicienne ou à la chercheure ou même à la présidente. On parle évidemment de plaintes, on parle de recours, mais en amont de ça, il y a l'éducation, en fait, la sensibilisation. Est-ce que le Québec est bien outillé pour dans ses cours de sexualité à l'école? Je connais déjà la réponse, mais je veux vous l'entendre dire. Éducation à la sexualité, c'est ça? Oui, donc, voilà. On est, écoutez, c'est sûr qu'il y en a plus qu'à une certaine époque. C'est rendu un peu plus obligatoire, les contenus d'éducation à la sexualité. Pour nous, à l'Ordre, puis là, je sais que vous nous avez dit de répondre en tant que sexologue, mais moi, à la fois en tant que sexologue et en tant que... Allez-y. Oui. Pour moi, ça passe définitivement par l'éducation à la sexualité en milieu scolaire, et ce, à tous les niveaux et de façon constante à travers les années. Pourquoi? Parce qu'on va aborder tout ce qui a non seulement trait au consentement, mais aussi à tout ce qui est stéréotype de genre, qui est un petit peu trop, on va dire, encarcané dans des vieux préjugés. On va parler de dynamique de pouvoir, on va parler de valeurs personnelles. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment rendre nos adultes de demain beaucoup plus forts et beaucoup plus réfléchis en ce qui concerne des relations sexuelle et amoureuse égalitaire et saine. Donc, pour moi, c'est sûr et certain que ça passe par l'éducation, avoir une meilleure, on va dire, une meilleure santé sexuelle de demain. Oui. Et cette formation-là, idéalement, donnée par des sexologues? Ben, en fait, ce que nous, on voit en ce moment, c'est que les sexologues sont en soutien à tout le personnel scolaire et idéalement, les sexologues pourraient être en soutien aussi aux parents qui ont des questionnements et bien entendu, là, qui pourraient intervenir auprès des enfants ou des adolescents ou des moins jeunes lorsque c'est nécessaire. Et je dirais... Oui, excusez. Allez-y, Manon Bergeron, allez-y. En fait, j'allais dire, et dans une perspective aussi globale, on parle de l'éducation sexuelle des jeunes, jeunes et moins jeunes, mais je dirais aussi que dans tous les milieux, il faut investir tous les groupes qui sont présents. Donc, les professionnels, exactement comme l'Ordre le fait, donc c'est le public, mais c'est le professionnel. Lorsqu'on est aussi en milieu d'enseignement supérieur, les politiques sont globales, c'est-à-dire c'est autant les étudiants, les cadres, les professeurs, les autres membres du personnel. Donc, cette vision globale-là où on va vraiment éduquer, modifier des normes aussi, parce qu'il y a des normes, il y a encore des stéréotypes, il y a encore des fausses croyances qui circulent. Donc, c'est à travers cette vision globale-là qu'on va pouvoir vraiment marcher vers l'instauration d'une culture de respect, en fait, et de consentement. Joanie Eppel, vous êtes la présidente de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. Je vais vous donner le dernier mot avant de terminer. Si vous avez un message qu'on devrait retenir par rapport à tout ce qu'on vient de parler. Bien, c'est sûr et certain que je dirais aux gens de consulter le site Internet. Il a été fait pour vous, il a été fait pour les professionnels. Donc, je les invite à consulter. C'est inconduite au pluriel. .opsq.org. Puis, mais on va mettre toutes les références sur la page Facebook de la balado. C'est certain, Joanie. Super. Merci beaucoup pour cette discussion. Ça fait plaisir. Donc, Joanie Eppel, sexologue, président de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. Manon Bergeron, professeur au département de sexologie. Et Isabelle Proulx,
sexologue clinicienne, chargée d'enseignement à l'Université Laval au certificat en dépendance et au certificat en santé sexuelle. Merci beaucoup. J'espère que les gens vont je pense que je sais que les gens vont aller sur le site, mais j'espère que on va poursuivre cette réflexion collective qu'on doit avoir par rapport à nos comportements, entre autres, en tant que professionnels et quand on reçoit ces services-là et ces personnes-là. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de bien nous exposer tout ça. Merci. Ça fait plaisir. Merci. C'était un plaisir. Au revoir. Au revoir. Bon, alors on va terminer cette année 2020 avec un collaborateur extrêmement important dans ce projet. Godefroy Larando, salut! Hey, quelle année, Fred? Oui. Boswell, de Vera, oui. du Calvaire. Ça va, je trouve que sur le plan moral, je la termine sur une meilleure note que le printemps, mettons. Oui. Mais sur le plan de notre société, de ce qui s'en vient pour tout le monde, c'est dur de... Parce que j'essaie de faire une espèce de chronique un peu différente, un peu de Noël. Oui. Et vous allez voir, ça va un peu dans toutes les directions, mon cher Fred. Mais j'ai hâte de voir comment ça va être reçu, puis moi-même, comment je vais me sentir en la disant, parce que c'est pas vraiment une revue d'actualité, c'est autre chose que je vous propose, mais c'est surtout pas un conte de Noël rigolo comme l'an passé. C'est pas ça. Bon. J'espère que tu es en forme. On est averti. Fred, en novembre, il y a Marc-André Bédard qui est décédé. C'était un politicien québécois qui est mort des suites de la COVID. Je connaissais son nom, mais j'aurais pas pu lui mettre un visage ou savoir de qui il s'agissait. C'est un ancien ministre de la Justice sous René Lévesque. Oui. Quand même des grosses années, hein? Oui. De 76 à 84. Peut-être les meilleurs gouvernements que le Québec a connus. Possiblement. Très, très dynamique. En fait de compétences réunies de tout le monde, là, il y a des bonnes chances. En fait de motivation, de legs, de passion. En tout cas, c'est l'impression qu'on a en le regardant vu d'ici. Oui. Et j'ai découvert un peu qui c'était en apprenant que c'était une espèce de politicien disparu. Oui. Et on parlait du politicien pédagogue. Oui. Et ce concept-là du politicien pédagogue, ça m'a vraiment fait réfléchir alors qu'on s'enfonce en ce moment là, au Québec et ailleurs dans le monde, dans une mauvaise période à l'approche des fêtes, sur le plan, bien sûr, de la COVID. Et tout ça me faisait réfléchir à plein de choses. Comment est-ce que tu peux, comme politicien, influencer une population face à un enjeu de société? Ça pourrait être le réchauffement climatique, ça pourrait être des choix économiques, sociaux ou tout simplement la COVID. Mais comment tu fais pour obtenir l'adhésion une population à quelque chose d'aussi étrange que ne pas fêter Noël en famille ou des choses comme ça. Ensuite, je pensais aussi à l'approche de Noël. J'avais une petite pensée pour une de celles, il y en a plein qui ont construit le Québec dans lequel on vit aujourd'hui. Ma grand-mère, Fred Colombe Dorion, qui a eu 98 ans, qui en a fait des Noëls. Elle a eu 98 ans le 8 décembre. Ah oui. Elle est encore vivante, là. Elle est toujours là, elle est toujours vivante. Elle est plus loin que jamais, par contre. Elle est en CHSLD. Son état de santé s'est compliqué un peu. J'ai parlé au téléphone il y a quelques semaines. Je me suis senti bien, bien heureux de lui parler. Il y a bien du monde qui s'inquiète pour elle, mais Colombe, c'est une ancienne béret blanc, j'en avais parlé un peu. Donc, c'est une représentante, pas fanatique, mais très mobilisée de la droite catholique des années 40. Oui. Puis là, je me suis posé la question, je reviens un peu à notre pandémie. Godefroy, qui, je crois, a débuté en Abitibi. Effectivement. En fait, c'est un mouvement qui a commencé. Les bérets blancs, ça? Oui. Là, il y avait un autre nom, je pense que c'est les apôtres de Saint-Michel ou un truc du genre. Et ils étaient associés aussi aux créditistes, à un parti politique. Et donc, c'était l'idée principale des créditistes qui était d'imprimer de l'argent. Et de faire des speeches bizarres à la Réal Cahuette. C'est les pèlerins de Saint-Michel. Et d'ailleurs, si vous faites Réal Cahuette, qui était, j'essaie de vous trouver une citation, parce que c'est le genre de gars qui a dit l'Union nationale vous a amené au bord du gouffre et nous, on va vous faire un pas en avant. C'est le genre de truc qu'il disait. Si vous cherchez Réal Cahuette, la phrase que Google poursuit, c'est « perd son dentier ». Ça vous met tout de suite dans l'ambiance. Il y a Camille Sanson aussi qui était créditiste. Oui. Et d'ailleurs, si vous faites Camille Sanson, ça écrit aussi « perd son dentier ». Alors, les créditistes n'avaient pas beaucoup de crédit dans la bouche, visiblement. Non, ils étaient prêts à imprimer des bons de prospérité. C'était en fait, ils voulaient imprimer de l'argent pour se relever de la crise des années 30. Mais donc, c'est un peu ce que Justin Trudeau fait présentement, selon bien des gens. Chez Fred, j'ai lu quelque part qu'il était vu comme un créditiste par certaines personnes. C'est même pas des blagues. Et si vous écrivez Justin Trudeau, vous risquez de voir...
Alors, Colombe, Fred, ancienne béret blanc, Colombe d'Orion. Oui. Comment aurait réagi la population du Québec si la pandémie est arrivée dans les années 30, 40? Comment est-ce qu'on aurait réagi collectivement, Fred, si les règles sanitaires avaient été dictées par monsieur le curé? Faites pas des réunions dansantes cette année, sinon, hein? Ils n'auraient pas détesté ça, eux autres, le concept de distanciation, les curés, je pense. Mais c'est pas des blagues. Comment est-ce que la province aurait réagi si ça avait été la culpabilité qui nous avait... Si on avait eu peur qu'un barbu dans le ciel se fâche contre nous, et que dans le fond, on n'aurait rien compris à la propagation, mais est-ce qu'on aurait plus écouté? Hein? Ou est-ce qu'on aurait plus écouté dans le cas si on avait eu plus de politiciens pédagogues? On en a clairement pas. Je pose la question et là, je passe par une anecdote, Fred, pour avancer un peu, parce que je pense à l'année qu'on vient de passer, la politique américaine, le clivage total de la moitié de la population contre l'autre aux États-Unis. Ouais. Ce qu'on constate un peu ici d'une autre façon, dans le sens où il y a comme les anti-masques qui sont très peu nombreux, mais je veux dire, ceux qui ne sont pas d'accord trouvent les autres très, très épais. Oui. Un peu comme dans nos rues en ce moment, principalement à Montréal, mais sans doute dans d'autres villes aussi, où la mobilité commence un peu à se transformer, puis il y en a qui questionnent puis qui vont challenger le tout à l'auto, et à Montréal particulièrement. Et donc, j'arrive à une anecdote, Fred, qui nous permet de pousser un peu la réflexion. Mais ce que je me dis, c'est que dans ces moments-là où la société doit évoluer collectivement, prendre des décisions, il y a une forme de leadership qui doit émerger, qu'il soit religieux ou qu'il soit politique ou autre, mais il faut quelqu'un pour guider. Et c'est difficile à faire. Bon. Alors, bonne anecdote, Fred, c'est que je m'en vais travailler en vélo comme à tous les jours. Et là, je sens déjà les points qui se serrent dans certains foyers. Les gens vont dire « Asti, c'est pas vrai, il va pas encore nous parler de bicycle. » Parce que je suis presque un activiste de la mobilité active en ce moment, et je parle à des amis qui ont des autos et qui se sentent attaqués systématiquement, et c'est un peu ça que je veux démystifier aujourd'hui. Mais je roulais en vélo, j'allais travailler, et j'arrive à une intersection, et il y a une voiture qui passe devant moi, qui fait son stop et qui passe. Oui. Et donc, moi, je suis à l'intersection, je la vois aller, je me dis, il se passe quelque chose. La voiture freine, recule, retourne dans l'intersection en reculant, en tournant dans ma rue à moi, et en fait, si je n'avais pas ralenti, m'écrasait en reculant. Donc, aucun respect du code de la route, la personne ne m'avait pas vu. Et quand je challenge cette personne-là en disant, voyons, mais qu'est-ce qui se passe? Il s'ensuit une petite altercation, pas violente du tout, mais quand même, j'étais agressé, moi j'étais nerveux. Et ça se termine, c'est ça qui est étonnant. Le gars dit, de toute façon, on s'en fout bien de ce que je peux te dire parce que c'est moi le cave, parce que c'est moi l'automobiliste, puis toi, t'es le cycliste. Puis vous avez toujours raison. Et puis ça m'a sidéré. J'ai dit, voyons, c'est pas ça le problème. Je suis fâché parce que j'ai eu peur de me faire mal parce que tu respectes le code de la route. Mais je me suis jamais dit, en le voyant, maudit automobiliste, Christy, sont toutes pareilles. Je me suis pas dit ça, mais lui, il s'est imaginé que je le détestais. Et ça me ramène, Fred, à l'article du Scientific American sur les différences entre les cerveaux des gens de droite et des gens de gauche. Je n'ai pas parlé parce qu'on avait trop d'affaires cette journée-là, mais il y a un élément qui sortait qui était positif, qui parlait de la campagne 2020 aux États-Unis. Et puis, c'est une recherche très exhaustive aux États-Unis qui arrivait avec une conclusion, et c'était une conclusion un peu étrange, mais quand tu as deux camps qui s'opposent, donc on pourrait dire ici cyclistes et voitures et automobilistes, le camp s'imagine toujours que l'autre camp le déteste beaucoup plus que lui déteste le camp. Non, c'est pas ça, que la réalité. Si vous demandez, par exemple, détestez-vous les automobilistes, les gens vont dire, à 0 sur 10, mettons 10 étant, je veux m'en débarrasser pour toujours, je les déteste à 6 sur 10. Si vous demandez à l'automobiliste, pensez-vous que les cyclistes vous haïssent? Ils vont dire, les cyclistes nous haïssent à 8 sur 10. Et donc, la solution à ça, c'est que l'information vérifiée circule. Et c'est ça le remède, dans le fond. Les gens ont l'impression de s'entre-haïr ou d'être haïs beaucoup plus. Non, mais comment on fait pour... Comment on fait? C'est Fred, on revient peut-être à nos politiciens pédagogues, où ça prend des gens qui sont là pour faire circuler une information vérifiée, des faits, des statistiques sur est-ce que c'est vrai qu'il n'y a plus de place de stationnement, il y en a combien de moins, est-ce que les vélos ralentissent vraiment le trafic, est-ce que les cyclistes sont des pauvres qui n'ont pas d'auto ou c'est des gens qui ont des autos et qui ne s'en servent pas, puis qui font le choix que ça fait une auto de moins. Bref,
où est-ce que je m'en vais avec tout ça, Fred? C'est vraiment, je pense au grand débat de société où tu as des pôles opposés qui s'affrontent. Et comment est-ce qu'on fait pour influencer une collectivité sur des enjeux? Et là, je reviens à la protection de nos personnes âgées et des travailleurs de la santé. Collectivement, on n'a pas réussi, en tout cas, à mobiliser suffisamment de monde. Il y a trop de gens qui ne respectent pas les consignes, ou en tout cas, on n'a pas réussi à se... Il y en a au sein même du personnel médical qui ne respecte même pas les consignes. J'ai entendu ça avant d'entrer en nombre. Monsieur Tardy, la CAQ, oui, il s'est fait prendre. Il y a des images de lui dans un bar, pas de masque. Un caquiste? Oui, un caquiste, Fred. Est-ce que c'est possible? Ben, voyons. Donc, une grosse erreur de sa part. Et aujourd'hui même, on tapait le 1000 hospitalisations au Québec. Donc, ça ne va pas du tout bien. Je mets tout ça ensemble, Fred. Et là, je me vois, moi, en train de préparer mes chroniques. Puis en train de rentrer dans des sujets, les vulgariser, les expliquer, en essayant pas de trouver qui a raison, qui a tort. Mais puis là, je me dis, est-ce que ça pourrait, Fred, être ma contribution, mon humble contribution sur Terre, de contribuer en expliquant des choses, que ce soit chez nous à mes enfants, que ce soit au CPE ou à plus grande échelle ici, ou peut-être un jour à plus grande échelle ailleurs, faire circuler l'information et faire baisser. Est-ce que ça se pourrait, Fred, que je puisse être une personne qui aiderait les gens à mieux s'entendre puis à mieux se comprendre? Ça me semble... écoutez, je dis pas que c'est pas possible, mais ça me semble tout un défi à porter. Ça veut pas dire que... Ben, effectivement, ça dépend de l'ampleur du défi qu'on se donne. Moi, si je dis simplement à chaque personne, à chaque endroit où je réussis à le faire, c'est un plus. Ah oui, c'est vrai. Et ça me fait réfléchir, tout ça, Fred. Et c'est peut-être le meilleur temps des fêtes de l'histoire pour réfléchir, parce qu'on ne manquera pas de temps. Non. Il n'y a pas de souper. La dinde va être mangée, ça va finir de bonne heure. Ce ne sera pas une dinde, ça va être une caille. On va être en famille réduite. Une pintade. Ce Noël 2020, Fred, je ne peux pas penser à ça sans penser encore à Colombe, ma grand-mère. Les Noëls chez les Dorion, assez consensuels quand même. Il n'y a pas beaucoup d'opposition politique, en tout cas pas dans ces fêtes que j'ai vues. Ouais. Chez les Dorion, c'est Colombe en plein milieu, avec son poêle à bois. Colombe qui s'est chauffé au bois jusqu'à l'âge de 82 ans. Quand même impressionnant. Ah oui. Je pense à elle parce que c'est le temps des fêtes, parce que j'ai des super souvenirs de cette famille-là. La seule fois, Fred, où j'ai frôlé le béret-blantisme, c'est avec Colombe. Je suis allé à ma seule messe à vie, un Noël dans les années 80, et j'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi les gens étaient là? Ma culture religieuse était à zéro, et c'est presque toujours le cas. Mais je pense à elle surtout, Fred, parce que j'ai entendu ce matin, j'ai parlé à ma maman, et Colombe a attrapé la COVID, Fred. Oh! 18 ans, comme une centaine d'autres personnes âgées de son milieu, mais Fred, surtout comme tellement d'autres Québécois qui sont en danger. Et là, oui, évidemment, j'ai peur pour elle, mais je sympathise avec tous les enfants. Moi, c'est pas ma mère, c'est ma grand-mère. Ouais. Mais je pense à ma mère, à ses sœurs, à son frère. Imaginez l'inquiétude de ces gens-là à partir de maintenant. C'était déjà le cas, mais là, maintenant, tu te dis, qu'est-ce qui va arriver? On ne peut pas l'appeler, on ne peut pas lui parler. Hey, Godefroy, c'est drôle. Je pense que vous êtes la personne la plus près de moi qui a quelqu'un qui a eu la COVID. Ben, c'est un peu plus près que j'aurais voulu, Fred. Ouais. Mais et voilà, ça y est, ça nous rejoint. Ouais. C'est ça mon point. Ouais. Je suis tellement désolé pour Colombe. Je suis désolé pour tous ces gens-là qui travaillent autour d'elle. Il n'y a pas juste elle. Il y a tout. Imagine-toi le CHSLD qui sait ce qui est arrivé au printemps, là, qui se dit, ça y est, c'est en train de nous arriver. On a 50, 60, 70. Colombe et sa gang d'infirmières et de préposés, je les vois un peu comme des passes à un équipage sur un bateau isolé dans une tempête sans fin. Puis nous, on ne peut pas les rejoindre, on ne peut pas les aider. Ma grand-mère, mais aussi des milliers d'autres Québécois qui en sont rendus à s'attacher au mât du bateau, juste pour ne pas passer par-dessus bord, accepter une certaine impuissance, puis espérer de passer à travers. Mais il n'y a rien que tu peux faire. Tu fais tomber, tu es épuisé. Puis nous, on est au bord de l'eau. Il fait relativement soleil. Hein. Je veux dire, chez nous, je suis bien. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de tempête ici. Mais on sait que le bateau est là-bas quelque part. Puis on veut juste éviter par nos comportements que ces bateaux-là se remplissent de plus en plus de monde. Et je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à ce que la population adhère, Fred, à ces fameuses consignes? On se dit, est-ce que les gens adhèrent ou pas? Puis là, je fais des petits sondages autour de moi, puis je me rends compte, ben non, Christy, il y a du monde, il y a encore des gens qui... Et Fred, est-ce que j'ai envie d'être le moralisateur?
Non. Mais non, Non, c'est je peux ça. Faire ça donne rien. D'autant plus que si on se met à moraliser, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens pensent qu'on les haït. Oui. Mon cycliste, comme le cycliste tantôt, et on se met à Non, s'imaginer. mais là, vous dites qu'autour de vous, il y a des gens qui ne respectent pas les consignes. C'est ça que vous êtes en train de dire. Ben, j'ai des connaissances, des gens qui me disent écoute, je leur demande, savez-vous, tu sais? Ben, puis ils me disent ben oui, j'étais allé à un enterrement, puis il y avait 90 personnes, puis il y avait trois quarts des gens. Je dis ben voyons. Ah, ça, c'est étonnant. Non, mais Fred, les histoires se répètent. Il faut juste poser quelques questions. Puis oui, effectivement, des gens qui vont à des parties dans des garages. Bon, je suis sidéré, mais je n'ai pas envie de faire la morale. Je me demande simplement, Fred, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Et puis moi, je suis un communicateur. Évidemment, je ne porte pas ça sur mes épaules, mais à chaque fois que j'explique, je me dis, ça fait partie des éléments qui, si je fais bien mon travail, peuvent contribuer non pas à tenter de convaincre et de pousser les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas le goût de faire, mais juste ouvrir une discussion, parce que si on discute sur des bases factuelles, la discussion va être plus intéressante que si on commence toujours par « moi, je pense que ». Mais là, Fred, avec ce constat, cette colombe en déroute, je ne peux pas vous laisser là-dessus pour Noël, n'est-ce pas? Non, effectivement. Ce serait pas correct. Et là, j'ai envie de mettre à profit, déjà, ce petit mandat que je me donne, cette mission sur Terre, de contribuer au mieux-être et puis un peu à la bonne entente. Je m'entends parler que c'est naïf, mais pourquoi pas? Ah oui, Fred, un peu de naïveté dans le temps des fêtes, c'est toujours bon. Dans le monde des affaires et des gestionnaires, on dit qu'il faut être agile, il faut se réinventer, mais aussi, il y a qu'est-ce que tu peux faire tout de suite? Oui. Eh bien, j'ai une proposition justement pour cyclistes, automobilistes, piétons, tous ceux qui utilisent la route, peu importe où vous êtes, pour commencer l'année prochaine avec un peu de positivité. Moi, je m'ennuie, Fred, du signe peace avec les doigts. Ah oui. Genre, hey, peace, man, tu sais, pas de problème. Genre, il n'y en a pas de problème. Oui. J'aimerais ça quand je conduis, que si moi je suis automobiliste, que les piétons, les cyclistes puissent savoir que si jamais il arrive une situation que je fais mal mon angle mort, ça ne veut pas dire que je les haïs. J'aimerais ça avoir un signe qui dit « je ne suis pas en tabarnak parce que je conduis une auto » ou « je ne suis pas en sac-à-fesse parce que je suis en vélo ». Et voici ma proposition, Fred. Je propose un tout nouveau symbole. Ressortez vos ciseaux et votre feutrine de 2012 et coupez-vous. Attendez, la feutrine de 2012, je dirais la feutrine de 1984, quand j'étais au primaire. La grève des étudiants, c'était des carrés en feutrine. Ah oui, c'est vrai. C'était peut-être la feutrine, c'est vrai. La feutrine est toujours là, Fred. Ça passe pas de mode. Hein? D'ailleurs, les bérets blancs, si je ne me trompe pas, étaient en feutrine. On y revient. Mais coupez-vous, Fred, d'un carré blanc. Hein? Peu importe le tissu que vous prenez. Attachez-vous ça dans le sac à dos. Attachez-vous ça sur l'épaule gauche, sur l'épaule droite, que les gens puissent vous voir. Et ce que ça voudra dire, c'est une espèce d'idée un peu sarcastique, mais qu'on comprend dans le fond. Ça voudra dire, Fred, je suis beaucoup moins en crise contre toi que tu le penses. Et c'est même pas une joke, Fred. Je vais me coller un carré blanc sur mon casque. Oh. Et lundi, quand je vais retourner faire du vélo, ce sera ça. Et pour un certain temps, les gens ne le remarqueront pas. Et qui sait si un jour, Fred, ce message-là fera des petits. De toute façon, même si je suis le seul, cette simple idée que je me promène en vélo en me disant s'il y a une voiture qui est stationnée dans une des nouvelles pistes cyclables à Montréal, et ça ne veut pas dire fuck you, les cyclistes, je vous haïs. Ça peut vouloir dire je ne sais pas où aller. Ça fait 1 heure que je roule en ville, je suis découragé, ben raide. Je veux simplement ajouter ma brique à l'édifice de la zénitude routière, Fred. Et donc, sur ce, ça rejoint un peu votre proverbiale bienveillance, vous ne trouvez pas? Oui. Fred, moi, je vous souhaite à vous et à tous nos auditeurs, évidemment, un Noël, je ne pourrais pas dire un Noël fantastique, mais juste un joyeux Noël. Prenez soin de vous, des gens qui vous entourent, et pensez-y un peu à mon drapeau blanc, le drapeau blanc de la route. Installez-en un quelque part, ne serait-ce que dans votre cœur, tout simplement. Et puis, beau. Je pense. Savez-vous à quel autre symbole de la paix je pourrais avoir en tête? Non. La colombe. Ah. Joyeux Noël, tout le monde. Joyeux Noël, colombe. Wow, bravo, God. Bye, Fred. Merci. Bon, alors merci à tous ceux qui ont participé à cet épisode de la balado. Merci particulièrement, et là je dois le dire parce que c'est des gens qui travaillent dans l'ombre et qui sont essentiels à ce projet, Larry Dufresne qui co-réalise et fait le montage de cette balado, et Andréane Obansawin qui me donne un coup de main sur, en fait qui s'occupe des médias sociaux, mais qui m'offre aussi ses réflexions, ses lumières sur des idées, sur des projets. Alors vraiment...
une aide très précieuse. Merci à vous tous qui avez écouté la balado en 2020, qui avez participé financièrement à la balado aussi. La campagne se poursuit. On peut donner sur lefredsavard.com. Je vous dirais d'attendre parce qu'on va faire une refonte du site. On va faire ça dans le temps des fêtes aussi. Ça va être beaucoup plus fluide pour, entre autres, participer financièrement. Parce que je sais qu'il y a eu des petits glitches, là. Il y a eu des glissements technologiques, entre autres avec PayPal et avec Interact. Donc, on va simplifier tout ça. Mais la campagne se poursuit. Je vous dirais qu'elle va bien, mais là, il faudrait un petit push, mais on va s'en occuper. Je vais vous en parler un peu plus en 2021 si jamais je vois qu'on n'atteint pas l'objectif. Merci à tous ceux qui nous écrivent, qui nous font des suggestions. Merci aux gens aussi qui, parfois, parmi les auditeurs et les auditrices, deviennent, c'est plutôt rare, mais c'est arrivé, des collaborateurs parce qu'ils sont en Suède, entre autres. Je pense à Victor Delorme. Donc, merci de nourrir cette communauté-là de la balado. Je suis vraiment content. J'ai hâte d'aller me reposer dans le temps des fêtes, mais j'ai hâte aussi d'écouter les épisodes qu'on vous a préparés et de vous retrouver bien en forme le 16 janvier. Alors, voilà, bon temps des fêtes à tout le monde. Faites attention à vous. Pratiquez la distanciation et passez un beau temps des fêtes. On se retrouve très bientôt. Salut!